Le retour de Paris Direct, bienvenue à tous. Il est 14h30 ici à Paris. Auf Wiedersehen Merkel, la chancelière allemande, quitte son poste. Elle passe la main à Olaf Scholz. Le social-démocrate a été élu ce matin au Parlement et le nouveau gouvernement a prêté serment. Fiasco à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Le Saoudien arrêté hier n'a pas tué Jamal Khashoggi. L'homme était accusé d'être membre du commando. Il devrait être libéré. On en saura plus avec Karim Akiki. Et puis une visite pour relancer la relation franco-algérienne. Jean-Yves Le Drian est à Alger ce mercredi. Le ministre veut renouer le dialogue après 2 mois de tensions et de crise diplomatique. C'est le décryptage de Gauthier Ribinski. Il devient le 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre. Olaf Scholz a été élu par les députés ce mercredi au Bundestag. Son mandat commencera officiellement cet après-midi à 15h, dans une demi-heure. Angela Merkel lui remettra alors les rênes du pays. Résumé d'abord de cette matinée de transition avec Florent Rodeau. L'ovation dure de longues secondes. Main levée, le social-démocrate Olaf Scholz vient d'être élu 9e chancelier de l'Allemagne d'après-guerre, refermant ainsi les 16 ans de l'ère Merkel. Dans l'enceinte du Bundestag, les applaudissements des élus, réunis depuis 9h du matin, sont nourris. L'ancien chancelier Gerhard Schröder, mentor d'Olaf Scholz, est là pour assister à sa consécration politique. Après la prestation de serment, Olaf Scholz a présenté sa nouvelle équipe, un gouvernement résolument pro-européen et paritaire, une première en Allemagne. 8 hommes, 8 femmes, dont certaines accèdent à des postes clés, à l'image de la social-démocrate Christine Lambrecht au ministère de la Défense, ou bien encore de l'écologiste Annalena Baerbock aux Affaires étrangères. Les libéraux, 3e membre de la coalition aux côtés du SPD et des Verts, héritent notamment du portefeuille des finances. Manque désormais une étape, et pas des moindres, la passation de pouvoir avec Angela Merkel à la chancellerie dans l'après-midi. Olaf Scholz l'a dit, il se rendra dès vendredi à Paris, où il sera reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Une nouvelle page pour le couple franco-allemand, souvent qualifié de moteur de l'Union européenne. Et à Bruxelles, où est attendu vendredi donc Olaf Scholz, on retrouve Alix Le Bourdon. Bonjour Alix, le nouveau chancelier allemand affiche une ligne plus pro-européenne qu'Angela Merkel. En effet, si l'on en croit l'accord de gouvernement trouvé par les 3 partis de la coalition fin novembre, l'Allemagne affiche une grande ambition pour l'Europe, plus grande qu'Angela Merkel, et ce sur plusieurs points. Certains estiment même que les Allemands vont plus loin qu'Emmanuel Macron dans leur ambition d'intégration européenne. Et c'est ce qui fait dire ici à Bruxelles qu'il y aura matière à parler avec l'Allemagne. Et c'est aussi une bonne nouvelle pour le couple franco-allemand dans lequel, vous le savez, Emmanuel Macron jusqu'à présent était l'élément le plus moteur en ce qui concerne l'ambition européenne. Alors quels sont les autres projets de ce nouveau gouvernement sur la scène européenne ? Eh bien d'abord, plus d'exigences sur les questions de respect de l'état de droit dans l'Union européenne. On s'éloigne aussi, selon certains, du libre-échangisme traditionnellement affiché par Berlin. Et puis, sur les questions budgétaires, le nouveau gouvernement réaffirme évidemment l'importance de réduire la dette, mais ne se dit pas fermé à une éventuelle réforme du pacte de croissance et de stabilité. Enfin, autre grande évolution pour l'Allemagne, c'est la volonté d'accroître la souveraineté stratégique de l'Union européenne. Ça, vous le savez, c'est un thème très cher à Emmanuel Macron. Merci beaucoup Alix Le Bourdon, et à vendredi donc pour la visite. Et si vous êtes nostalgique de l'ère Merkel, rendez-vous sur france24.com. Sébastien Sept nous a préparé un web documentaire qui revient donc sur les 16 années de la chancelière. On y reviendra bien sûr pour la passation de pouvoir à 15h. On en vient à ce fiasco au lendemain de l'arrestation d'un Saoudien à l'aéroport Charles de Gaulle, près de Paris. Un homme a été placé en rétention judiciaire hier. Il était soupçonné d'avoir participé en 2018 en Turquie au meurtre de Jamal Khashoggi. Riyad, depuis, crie à l'erreur et demande sa libération. Eh bien, Riyad a raison. Karim Akiki, bonjour. Le procureur général vient d'affirmer que ce Saoudien arrêté n'est pas celui recherché par l'Interpol.
Absolument, rétro-pédalage de la part des policiers qui l'ont arrêté à la police des airs et des frontières. Il y a eu apparemment, d'après les informations dont nous disposons, et sur la personne, c'est un homonyme qui a été arrêté. Les Saoudiens l'avaient fait savoir dès hier soir. C'est pour cette raison que les policiers ont pris le temps de vérifier son identité d'abord, et puis de vérifier sa filiation. Car pour pouvoir affirmer qu'une personne est celle qui je veux dire la bonne personne, eh bien il faut voir son affiliation, ça a pris du temps. En tout cas, c'est le procureur, le dossier a été transmis au procureur qui a pris la main, parce que c'est la Cour d'appel de Paris qui est compétente en matière d'extradition. Eh bien on s'est rendu compte que ce n'était pas la bonne personne qui était arrêtée, même si cette personne a fait sonner l'alerte d'Interpol. D'ailleurs, ça pose question sur cette alerte, depuis quand elle a été émise. Pour l'instant, je n'ai pas réussi à avoir la réponse, car apparemment, ce monsieur qui a été arrêté à Paris n'en était pas son premier voyage. Il avait déjà voyagé en France, il était déjà rentré et sorti en France sans qu'il soit inquiété. Cette fois, les policiers ont cru que c'était lui. Eh bien, ils se sont trompés d'après le procureur de la République. Il est libéré, il pourra revenir en Arabie Saoudite dès qu'il le souhaite. Merci beaucoup Karim Akiki pour ces informations. La mémoire et l'histoire au cœur des tensions entre la France et l'Algérie. Souvenez-vous, Emmanuel Macron avait évoqué notamment un système politico-militaire coupable selon lui d'entretenir une rente mémorielle autour de la guerre d'indépendance et de la France. Eh bien, Paris espère recoller les morceaux ce mercredi. Jean-Yves Le Drian a atterri à Alger. Le ministre des Affaires étrangères doit y rencontrer son homologue et le président Tebboune. À Alger, Faisal Metaoui. L'Algérie, vous savez, a rappelé son ambassadeur à Paris et elle a interdit le survol des avions militaires participant à des opérations au Sahel, sauf pour les cas humanitaires, en raison des déclarations du président Macron sur l'histoire d'Algérie, sur la rente mémorielle, sur l'inexistence d'une nation algérienne avant l'occupation française en 1830, des propos qui ont été très critiqués et qualifiés même de graves par le président Tebboune, qui avait dit qu'il ne sera pas le premier à faire le premier pas pour reprendre les relations. Il avait dit que les relations doivent reprendre, mais que la France oublie que l'Algérie était une colonie française. Donc c'est une visite très très difficile selon les observateurs. Pour Jean-Yves Le Drian, on peut un peu obtenir le dégel parce que les commissions mixtes ne se sont pas réunies depuis plusieurs mois, il n'y a pas eu de visite, plusieurs contrats n'ont pas été renouvelés pour les entreprises françaises. Donc c'est une visite très importante pour le ministre des Affaires étrangères français. On verra comment sera la réaction et est-ce qu'il y aura des déclarations, puisque les propos pour les autorités algériennes, le président Macron n'est pas revenu sur ces propos par rapport à l'histoire de l'Algérie, par rapport à la mémoire de l'Algérie également. Voilà, Faisal Metaoui à Alger. Bonjour Gauthier Rybinski. Bonjour. Depuis son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron veut avancer sur la réconciliation entre la France et l'Algérie. Il y a eu le rapport Stora, qui en est l'illustration. Ça a plutôt desservi sa cause, non ? Oui et non. Oui et non, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans les paroles et les mots du président français, il y a aussi finalement une conquête interne, un objectif interne, c'est-à-dire français, à rappeler et à servir. Cet objectif n'est pas forcément vertueux, il consiste finalement à dire que du côté algérien, cette rente mémorielle, qu'est-ce que ça veut dire ? La rente mémorielle, ça veut dire qu'on se préoccupe finalement de servir ou de détourner la mémoire à des fins, non pas personnelles, mais à des fins qui ont pour objectif de consolider un pouvoir. Ça n'est pas complètement faux, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais le problème dans les propos d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils ont toujours, et des responsables français en général, ils ont toujours une connotation colonialiste, c'est-à-dire une façon de donner des leçons aux Algériens, quitte d'ailleurs à se tromper sur un certain nombre de points, comme là, le fait que la nation algérienne n'ait pas existé avant 1830, c'est faux. Donc il y avait, vous avez dit, il y a eu le rapport Stora qui a été un grand progrès dans la mesure où il établit des choses et des précisions sur la période coloniale. Il y a eu aussi un certain nombre d'avancées mémorielles, on va dire notamment sur un certain nombre de combattants algériens dont les dépouilles ont été restituées à l'Algérie. Bref, il y a à la fois cette volonté d'apurer les relations franco-algériennes d'un certain nombre de lourdeurs du passé, mais il y a en même temps, d'une certaine manière, un certain nombre de critiques vis-à-vis de l'Algérie qui ne seraient certainement pas prises de façon aussi violente et aussi épidermique par le pouvoir algérien si, évidemment, il ne s'agissait pas de critiques émanant de la France. Alors que peut changer cette visite de Jean-Yves Le Drian ? Alors, la visite de Jean-Yves Le Drian, c'est vrai qu'il marche sur des œufs, il va voir son
homologue, Monsieur Lamamra, qui est le ministre des Affaires étrangères algérien. Si vous voulez, là où il y a peut-être une porte de sortie, c'est de considérer et de constater qu'il y a effectivement un lien très fort avec l'Algérie, et pas uniquement mémoriel, qu'il y a un lien actuel aujourd'hui, à travers des contrats, à travers des coopérations économiques, à travers des entreprises. Maintenant, là où c'est plus compliqué, c'est que le ministre français a affaire, alors on ne va pas parler de rente mémorielle parce que ça fâcherait, mais a affaire à un domaine qui est ultra sensible en Algérie et qui parfois aussi, il faut bien le dire, sert le pouvoir algérien dans la manière qu'il a de quadriller la société algérienne ou de la remettre au fond en forme et en flamme contre ce qui peut ressembler à un néocolonialisme français. Autrement dit, la question française, la question de la mémoire de la colonisation est aussi une manière parfois de ressouder la société. On sait très bien qu'avec le Hirak, elle est aujourd'hui scindée, cette société, elle est divisée. Or, l'utilisation de la mémoire, c'est en cela qu'Emmanuel Macron avait parlé de rente mémorielle. L'utilisation de la mémoire est parfois faite et destinée à servir le pouvoir. D'un mot simplement, la France vis-à-vis de ça a aussi à balayer devant sa porte, c'est-à-dire que dans des propos qui peuvent être mal pris, il y a bien sûr le caractère de leçon donnée. Il y a possibilité finalement pour les Français d'avoir un discours sur l'Algérie qui soit propre, entre guillemets, mais il faudrait pour cela, au fond, c'est quoi ? Que les Algériens et les Français acceptent parfois d'être en conflit, y compris sur la mémoire et l'histoire, sans que pour autant ça devienne une affaire d'État, c'est le cas de le dire. Bon, ça c'est universel. Merci beaucoup, Oui. Gauthier Rybinski. On parle aussi de diplomatie concernant les Jeux de Pékin qui commencent dans 2 mois en Chine. Donc, après les Américains, les Britanniques et les Australiens annoncent à leur tour un boycott diplomatique. La raison avancée est la même que celle de Washington, la question des droits de l'homme. Les Australiens absents, eh bien tout le monde s'en fiche, répond Pékin. La Chine n'a invité aucun représentant du gouvernement australien aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin. Tout le monde se fiche de savoir s'ils viennent ou non. Leur politique politicienne et leurs petits jeux ne changeront rien à la réussite des Jeux olympiques. Cela montre aussi aux yeux de tous que le gouvernement australien suit aveuglément les pas d'un certain pays dans chacune de ses étapes, au point de ne pas distinguer le bien du mal. C'est un manga qui se vend comme un Goncourt. Le 100e tome de la série One Piece sort aujourd'hui en France. 250 000 exemplaires ont été tirés. C'est du jamais vu. Serine B. Il est arrivé, les gens sont très impatients. Entre ses mains, cette libraire tient de quoi rendre fou des milliers d'amateurs de manga. Le 100e tome de la série One Piece, et en l'occurrence ici l'édition collector. Ce mercredi, il ne faut pas s'étonner en France si de longues files d'attente se forment devant les librairies. Car la suite des aventures de Luffy est attendue depuis des mois. Alors là, depuis la semaine dernière, on a des appels tous les jours pour savoir est-ce qu'ils peuvent le réserver. Nous, on a décidé de ne pas faire de réservation parce que c'était trop compliqué, on ne savait pas combien on allait recevoir. Donc ça sera le jour J. Ceux qui seront arrivés les premiers seront les premiers servis. Et donc oui, des appels tous les jours. Avec plus de 490 millions d'exemplaires écoulés dans le monde, la série de mangas signée Eiichiro Oda est la plus vendue de tous les temps. Et forcément, dans cette librairie spécialisée, elle occupe une large partie des rayons. One Piece, c'est une série tellement grande qu'on n'a pas la place en fait pour tous les mettre. Donc on a notre réserve qui est juste là, sur tous les tomes qu'on ne peut pas mettre en rayon. Eiichiro Oda a publié le premier tome de One Piece il y a près de 25 ans. L'engouement pour cette histoire de pirate en quête d'un trésor fabuleux s'est développé au fur et à mesure, au point qu'à chaque sortie, l'excitation des fans est de plus en plus grande. L'auteur, lui, admet qu'il ne sait toujours pas combien de tomes il sortira avant de mettre fin à son histoire.